Adrien rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet. Aurélie Gros n'est pas là, on l'embrasse. Bonsoir Stéphane. Oui, mais enfin, elle est très avantageusement remplacée par moi-même. Absolument. Salut. C'est bien, les fleurs sont un cours qui est... On n'est jamais si bien servi que par soi-même, vous me direz. Exactement, j'attendais pas de compliments. mais si. Alors, on a déjà eu un week-end très mouvementé, on va dire, pour le G500 à Nice. Très mouvementé, oui, enfin avec des magistrats, des avocats, oui, il faut quand même. Mais il y avait sérieux. beaucoup de choses, du mouvement, c'était bien. Il y avait même Philippe David qui était là d'ailleurs pour représenter Sud Radio, partenaire d'une journée exceptionnelle. Vous voyez, j'ai avec moi la 4e de couverture de nos partenaires Nice Matin, Var Matin, Corse Matin, qui ont consacré une journée entière à ces questions. Donc en effet, il a été donc discuté une étape régionale du sommet citoyen consacrée à la justice, avec toute une série de résolutions qui sont préparées et qui seront débattus au moment du sommet citoyen en juin à Lille. Et on verra si les citoyens votent pour ces résolutions. Et le prochain sommet va être sur le handicap, si je ne m'abuse, le 11 février. Une étape régionale, mais vous avez raison, c'est un sommet en soi. Oui, bien sûr. De consacrer donc une journée complète le 11 février. Et c'est d'ailleurs le thème de l'émission de ce soir, une émission spéciale pour associer, écoutez, les auditeurs, tous ceux qui nous regardent, toutes les associations, les ONG qui se consacrent à cette question de l'égalité des droits et même bien plus pour les personnes en situation de handicap. Et donc le 11 février 2025, nous serons précisément 20 ans après l'adoption d'une loi qu'on a à un moment appelée la loi Chirac. En tous les cas, dans l'histoire, elle va rester comme pour l'instant la grande loi en matière de handicap, d'égalité des droits justement. Et c'est pour ça que nous avons toute une série d'invités qui sont là ce soir. Alors, pour nous parler de ces thématiques-là. On va les accueillir avec nous. Stéphane Gaillard, directeur de l'Institut national des jeunes aveugles. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec nous, Marat Tournier, chef de service éducatif. Bonsoir. Bonsoir. Et vous deux qu'on connaît déjà très bien, je pense que vous êtes déjà venus ? Non, aucun des deux. Et deux qu'on connaît très bien, évidemment, Katia Dayan, directrice des Papillons de Jour. Bonsoir Katia. Bonsoir. Et Pierrick Courillot, qui est président d'Handicap, République et Société. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence avec vous Stéphane. Cette loi de 2005, elle disait beaucoup de choses. Est-ce que finalement, elle est bien appliquée, insuffisamment ? Est-ce qu'on peut mieux faire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire 20 ans après, comme disait le titre d'un livre d'Alexandre Dumas ? Eh bien, écoutez, cette loi, je crois qu'elle marquait quelque chose de très fort. C'était enfin une prise de conscience. Un président de la République s'engageait, mettait tous ses moyens, son gouvernement en ordre de marche. Mais évidemment, force est de constater que 20 ans plus tard, il reste beaucoup à faire, comme on dit. C'est une formule un peu classique. Et c'est pour ça que c'est un moment important, donc 20 ans après, de consacrer une journée entière. On va commencer ce tour de table peut-être avec... on commence par les dames. Katia Dayan, pour les Papillons de Jour, est-ce que cette loi aujourd'hui, elle a vraiment porté ses fruits, ou est-ce que c'est comme souvent en France, on fait des lois mais qui restent inappliquées ? Alors, cette loi, elle est formidable, extraordinaire, et ça, je pense qu'on est tous d'accord, tous et toutes d'accord, pardon. Juste pour moi, ça me fait penser un petit peu. Alors, on peut pas être toujours négative, mais là, franchement, ce soir, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme un soufflet, parce que en 2005, de 2005 à 2025, 20 ans. Sont passés. On a toujours les mêmes problématiques, plus encore aujourd'hui. On a des problématiques à l'école pour les enfants qui sont en situation de handicap. On a des problématiques pour les autistes. Parce que on part toujours en Belgique pour aller inscrire ses enfants et il n'y a pas de structure spécialisée ou assez de structures en France. Et puis la troisième chose, on a toujours un problème d'accessibilité. Ouais. Un grand problème d'accessibilité. Alors peut-être avant que on commence à détailler notamment ce qui sera ce programme de cette journée du 11 février à l'INJA, donc qui se déroulera dans les très beaux bâtiments de l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, qui se trouve à quelques encablures
de l'hôpital Necker, hein, c'est ça, pour les enfants malades. On peut quand même rappeler que cette loi, donc, qui avait été adoptée sous la présidence de Jacques Chirac, fixait des obligations, un certain nombre d'obligations, et c'est pour ça que je pense que Katia Dayan parle de soufflet qui retombait, parce que il y avait l'obligation d'accessibilité dans les établissements recevant du public. On sait qu'actuellement, à peu près un établissement sur deux n'est pas accessible. C'était une obligation en matière de transport, en matière de logement, et puis bien sûr l'école, l'enseignement, qui était, disons, la colonne vertébrale, parce que comment faire dans une société si dès le plus jeune âge on ne peut pas aller comme les autres à l'école, qu'on ne peut pas aller à l'université. Vous voyez, moi j'ai dans ma vie professionnelle rendu divers rapports, mais il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais, il n'y avait pratiquement pas un étudiant à l'université qui était en situation de handicap. Désormais, c'est quand même à peu près 10% des étudiants, ce qui montre que les choses ont changé. Mais peut-être qu'avant de passer la parole à Pierrick, qui a envie de Pierrick Courillot, de Henri... Président d'Handicap, République et Société. Ça serait intéressant que Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA, nous dise quelques mots, notamment de cette journée, et comment elle va être en écho à cette loi 20 ans plus tard. Oui, merci beaucoup. Nous, on est très fiers d'accueillir cette journée, parce que c'est important. Déjà, peut-être que vos auditeurs ne le savent pas très certainement, mais l'Institut national des jeunes aveugles Louis Braille, c'est la première institution au monde dédiée aux handicapés, puisqu'on a été créé il y a 240 ans, avant même la Révolution. Ah oui. Donc on est très ancien, et on fête nos 240 ans cette année. Donc on vous invitera pour le fêter. Bravo. Et cette année, on fête aussi quelque chose qui a beaucoup favorisé l'inclusion et le développement des déficients visuels, c'est le Code Braille, puisque le Code Braille fête ses 200 ans cette année. Donc pour nous, c'était extrêmement important qu'en plus des 20 ans de la loi, le G500 nous choisisse. C'est un honneur pour nous d'être là et d'accueillir ce moment de réflexion sur qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ou depuis 200 ans, et quel est le chemin encore énorme qui nous reste à parcourir. Donc on est vraiment très fiers qu'il y ait cette journée. Après, je laisserai peut-être à nos partenaires le détailler, mais c'est vraiment important pour nous que ça soit à cet endroit-là, un moment où la France des Lumières, elle a créé l'Institut des jeunes aveugles, puis sous la Révolution, l'Institut national des jeunes sourds. Donc on a été promoteur de l'inclusion. Il faut qu'on le reste, et je pense que à l'occasion, à la faveur de ces 20 ans, on doit prendre conscience et reprendre conscience que la France doit reprendre sa place comme motrice dans la promotion de l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. Pierrick Courillot, vous qui êtes président de Handicap, République et Société, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Gaillard ? Oui, on a effectivement une loi de 2005 qui a acté des grands principes majeurs. Celui de compensation, c'était une nouveauté totale dans la loi. J'y reviendrai, ça recouvre la question de l'adaptation des postes en emploi, de la question de l'aide animalière, de l'aménagement des logements, des transports également, et aussi des charges spécifiques qui visent à couvrir un certain nombre de frais récurrents induits par le handicap. Et puis tout le volet aide humaine, notamment au quotidien à domicile. Donc ça, c'était une vraie évolution en 2005 qu'on évoque cette notion de compensation. Ensuite, effectivement, on a un établissement recevant du public sur deux qui n'est pas accessible aujourd'hui. Mais il faut le dire aussi, on n'a pas mis les moyens. On a décrété depuis Paris une obligation d'accessibilité avec des normes extrêmement draconiennes. C'est vrai. Et on n'a absolument pas accompagné nos TPE, PME, commerçants, artisans dans leur mise en accessibilité. Or, on est dans une société qui vieillit. Donc, le défi lié au handicap est devant nous. On va avoir un mur devant nous. Et donc, quand on agit pour l'accessibilité, on agit pour l'ensemble des citoyens. Personnes en situation de handicap, personnes âgées, maman avec poussette. Ce qui bénéficie à chacun bénéficie à tous. Et donc, là, je le redis, il faut que les pouvoirs publics mettent des moyens. Et donc, nous réitérons notre proposition de crédit d'impôt d'accessibilité centré sur les TPE, PME, commerces, artisans, à hauteur de 50% des travaux.
Les vraies voix citoyennes, on continue dans quelques instants ce débat sur le handicap 20 ans après la loi handicap qui avait été votée sous Jacques Chirac. Donc, et tout de suite, on va parler notamment avec Stéphane Gaillard et Mara Tournier, qui est éducatrice, chef de service éducatif à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, de comment ça se passe, l'inclusion scolaire et l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. La société, vous savez, se juge à l'attention qu'elle porte au plus fragile des siens, à sa capacité à conserver sa cohésion, à son aptitude à refuser l'exclusion d'où qu'elle vienne. Retour des vraies voix citoyennes, spécial handicap ce soir avant le grand rout, on va dire, du G500 citoyen. Ce sera le 11 février prochain à l'Institut national des jeunes aveugles, Stéphane Pellet. Mais qui entendions-nous là ? Un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac. D'ailleurs, tout le monde a reconnu la voix. Il a une carrière tellement longue que personne ne l'a oublié, soit dit en passant. Donc, en effet, la loi, il y a 20 ans, dite Jacques Chirac. Alors maintenant, on va parler d'inclusion scolaire et d'accès à l'emploi et d'insertion professionnelle. Alors, Mara Tournier, vous n'avez pas encore eu la parole. Vous êtes de l'INJA, c'est l'Institut national des jeunes aveugles, on le rappelle. Vous êtes chef de service éducatif. Comment ça a évolué dans ce sens ? En tout cas, nous, le but, c'est vraiment d'accompagner au mieux les jeunes dans l'inclusion scolaire et de leur offrir l'accompagnement autour, donc que ce soit en termes d'accessibilité, leur offrir les meilleures aides possibles, les accompagner aussi dans les établissements pour s'assurer que l'inclusion marche et qu'elle soit pas juste un vœu pieux des établissements, mais nous. Et puis, on travaille surtout l'inclusion et l'insertion professionnelle avec ces jeunes plus tard, parce que la scolarité, c'est aussi choisir la bonne voie, leur offrir le choix des possibles. Et donc, on a à cœur, par exemple, la journée du duodé, qui est une journée qui permet aux entreprises de permettre aux gens, pendant une journée qui sont en situation de handicap, de participer à la vie de l'entreprise pour lever les barrières, rassurer aussi l'employeur. Et on travaille aussi avec des grands salons comme le Salon de l'Emploi qui va avoir lieu donc le 28 mars pour nous, pour permettre aux employeurs de se rassurer et de voir que l'inclusion scolaire marche et qu'il y aura des débouchés pour ces personnes-là. Alors justement, on va en parler tout à l'heure de l'emploi, mais avant ça, vous accueillez vos premiers élèves, ils ont quel âge ? Alors nous, on les accueille... Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA. On les accueille le plus tôt possible. Dès la maternelle ? Dès la maternelle, oui. Même avant. En fait, on a un service pour la toute petite enfance de 0 à 6 ans. Dès que le diagnostic est posé, les familles peuvent venir pour qu'on les aide. On va auprès d'elles dans la région parisienne pour leur apprendre les premiers gestes, toutes les formalités à remplir et puis les inscriptions en maternelle. Donc on les accompagne. Et ensuite, effectivement, notre objectif, c'est d'avoir une approche globale sur l'enfant avec la famille, puisque tout se fait en concertation, et de tout permettre pour que le plus tôt possible, il puisse être inclus dans une scolarité la plus normale possible, puisque c'est là que l'enfant va s'épanouir, se développer, et pouvoir effectivement, on dit toujours que rien n'est impossible. En blaguant, étant moi-même aveugle, je dis, pour l'instant, on peut pas être pilote de chasse. Je vous mets pas qu'on soit chirurgien esthétique, mais pour le reste, tout est possible. C'est à nous de trouver les voies avec les familles, avec les jeunes. Vous avez des élèves dans l'INJA et hors de l'INJA, oui, c'est ça. Oui. Expliquez-nous ça, justement. En fait, on propose à peu près tous les possibles pour les parents et leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent être en inclusion collective ou individuelle, dans les établissements autour de l'Institut ou dans Paris. Et si la famille le souhaite et que l'enfant a plus de besoins spécifiques, alors on propose aussi une scolarité in situ, où il peut suivre des cours et il aura tout son accompagnement en locomotion pour apprendre la canne, pour apprendre à utiliser une plage braille, pour apprendre à le chien d'aveugle, etc. Le chien d'aveugle, on fait pas encore parce qu'il faut être un peu plus âgé pour une maturité, parce que déjà il faut être totalement autonome et surtout je viens de perdre le mien de chien d'aveugle il y a 3 jours, donc je peux vous dire qu'il faut quand même déjà avoir une certaine maturité pour accepter que son animal de compagnie s'en aille. Et un enfant, c'est un peu trop tôt. Ça peut commencer vers 12-13 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Une fois qu'on est autonome, il faut bien maîtriser la canne, parce que le jour où le chien est malade, il faut que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Mais on apprend effectivement à ranger son cartable, faire le ménage, repasser, faire à manger. On apprend tout ça aux enfants, qu'ils soient à l'extérieur ou chez nous. C'est vraiment notre job. Mara Tournier, est-ce qu'il y a un manque de formation des AESH, problème de leur contrat de travail qui sont précaires, etc.?
En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai besoin autour de ça et que ça nécessite effectivement des formations tout au long de l'accompagnement du jeune, des formations spécifiques en fonction du handicap, et ça nécessite effectivement un vrai accompagnement de ces professionnels qui sont souvent pas toujours accompagnés tout au long de... Malgré les fameuses 60 heures de 60 heures, formation, qui fait 2 semaines. mais en effet, vous avez vu qu'en ce moment, en plus, il y a un reflux, il y a des candidatures malheureusement qui ne sont plus... on trouve plus de candidats parce que les AESH commencent un peu à se décourager. Katia Dayan, alors justement, vous, votre spécialité, c'est plutôt, on va dire, l'insertion dans le monde de l'emploi. Oui, tout à fait. Comment on passe, pourquoi pas, d'être étudiant en suivi à l'INJA à trouver ses premières marques dans le monde du travail? Alors je pense que quand on a de la bienveillance et qu'on arrive à discuter, aujourd'hui un jeune qui sort de l'école, qui soit en situation de handicap ou pas, on a besoin de lui apprendre qu'est-ce que le travail, le monde du travail. Moi, dans mes entreprises adaptées, les papillons de jour en France, c'est la première chose que l'on fait. On explique que de l'école à la vie professionnelle et à la vie active, voilà ce que c'est la vie active, au niveau des horaires, au niveau d'un métier, et donc on les forme en ce sens. On leur apprend à aimer, à travailler. C'est drôle parce que apprendre à aimer, à travailler, je pense que c'est super important aujourd'hui en France, parce qu'on a perdu ce sens de l'amour du travail. C'est bien de travailler, il faut aimer travailler, il faut aimer se rendre à son boulot le matin. Tous mes salariés, moi, ou pratiquement tous, sont en situation de handicap depuis des années, hein, et ça fonctionne. Donc on les accompagne au papillon de jour dans leur travail, quand on refait une réinsertion professionnelle dans le monde de l'emploi, nos clients et nos partenaires aujourd'hui, quel que soit leur domaine d'activité ou leur secteur, ça se passe très bien, on discute beaucoup, on fait beaucoup de formations, donc on explique qu'aujourd'hui avoir un salarié en situation de handicap, c'est pas un frein ni pour l'entreprise, ni pour la productivité, ni pour les objectifs financiers, etc. Là où je suis un peu triste, si je peux me permettre, c'est parce qu'on parle beaucoup d'AESH, on parle beaucoup d'enfants, mais les enfants c'est l'avenir de demain. Les AESH ne sont pas mis en valeur. Les AESH n'ont que 2 semaines, comme disait Mara. Donc 2 semaines de formation. Mais en dehors de ça, est-ce que les recruteurs sont formés pour le recrutement? C'est un long chemin. Il se trouve que là, je pourrais en parler. Oui. Et que malheureusement, c'est une excusez-moi, les directeurs d'école reçoivent des aides. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est un métier qui est en... Vous savez que c'est la 2e désormais filière de fonctionnaires, entre guillemets, au sein de l'éducation nationale, puisque c'est 130 000 personnes à l'échelle nationale. Mais malheureusement, elles sont encore... ces personnes sont à 24 heures, elles n'ont pas le temps de s'occuper. Mais il faut changer tout ça. Et c'est justement... Peut-être c'était l'occasion de parler avec Pierrick, qui est donc avec son think tank Handicap, République et Société, est aussi porteur d'un certain nombre de propositions pour pas être seulement sur le constat. Pierrick, qu'est-ce que vous faites et vous proposez, vous, sur l'emploi? Alors, déjà, sur l'emploi, il faut rappeler un chiffre. Les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus exposées au chômage. Sont-elles pour autant 2 fois moins compétentes? Je ne le crois pas. Je pense que personne ne le croit d'ailleurs. Non. Alors. Et c'est faux. En plus. Donc, proposition, Pierrick. Donc, à partir de là, on a à la fois le sujet de rendre accessibles les lieux de travail, qui est primordial. On a le sujet de l'articulation des carrières. Oui. Parce que quand vous avez un handicap qui survient, eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en temps partiel thérapeutique de longue durée. Ça fait partie des sujets que nous portons. Parce qu'on sait que sur un certain nombre de handicaps, on ne pourra pas reprendre un temps plein dans la durée. On le sait très bien. Et donc ça crée des évictions et du chômage. Il y a ensuite toute la question de la fuite des cerveaux vers l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a des milliers de nos compatriotes qui, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi salarié, se lancent dans l'entrepreneuriat pour avoir une activité conciliable avec le handicap, mais au prix d'une protection sociale dégradée. Ouais. Et donc, ils ont du mérite, mais il faut qu'on puisse les soutenir plus fortement. Ah oui, au prix d'une protection sociale dégradée, c'est ça le problème. Et ça, ce sera une chose à mettre sur la table. Complètement, oui, on travaille dessus. Oui.
Alors justement, c'est des propositions comme ça que nous allons examiner le 11 février lors de cette journée entière consacrée aux 20 ans de cette loi handicap, parce qu'il ne faut pas seulement faire qu'un constat de ce qui ne fonctionne pas, ce qui est très juste, hein, il faut absolument le faire et le remonter. Et puis dire tout simplement que le bras de levier est insuffisant, hein, tout simplement 12 millions, 15 millions de personnes selon les comptages avec les parents qui sont associés. C'est une très grande partie de la population française et finalement qui ne bénéficie pas des moyens. Donc c'est ça cet enjeu du 11 février, mais je crois qu'on va y revenir. Oui, parce qu'on doit faire une courte pause de pub, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec ce soir évidemment Stéphane Pellet. On embrasse Aurélie Gros qui est absente. Stéphane Gaillard, directeur national de l'Institut national des jeunes aveugles. Mara Tournier, chef de service éducatif à l'INJA. Pierrick Courillot, président Handicap République et Société. Et Katia Dayan, directrice des Papillons de jour. Et on a un athlète paralympique avec nous. Bonsoir Antoine Perel. Bonsoir, bonsoir. Alors bravo à vous puisque vous avez été médaillé de bronze au triathlon paralympique. Vous êtes un paratriathlète en déficience visuelle et il vous arrive quelque chose d'incroyable. Racontez-nous. Oui, voilà, effectivement, je suis médaillé de bronze aux Jeux de Paris sur le pont d'Alexandre III et aussi avec Thibaut Rigaudot qui finit deuxième, donc deux Français sur la boîte. Ça a été une super expérience et des Jeux magnifiques pour nous. Et en ce moment, je suis dans le Nord, donc malheureusement, on a perdu l'accès à la piscine qui a été c'est un de mes outils d'entraînement qui a fermé pour raison de vidange et d'ancienneté aussi. Donc actuellement, je me retrouve sans piscine, donc je dois voyager pour me rendre sur des lieux où les piscines sont conviées, sont ouvertes, et donc en train, et c'est là toute la problématique, c'est de s'y rendre en fait. Ah oui. Il y a combien de kilomètres entre chez vous, où vous aviez votre piscine de préparation, et puis le nouvel endroit où vous devez vous rendre ? J'avais 5 minutes à pied, et maintenant, c'est plus 1 heure, voire pour aller jusqu'au Dunkerque, de chez moi à Dunkerque, de porte à porte de la piscine, il y a 1h15. Et de Saint-Omer, qui est une piscine plus près de chez moi, c'est un bassin de 25, là il y a une demi-heure de porte à porte. Et sauf que vous devez le faire tous les jours, hein, c'est ça ? Et donc expliquez-nous le problème tout simplement pour vous transporter. Alors j'ai la chance d'être détaché, donc mon employeur France Travail me détache, donc j'ai l'opportunité de m'entraîner sur des horaires très accessibles, donc le matin, l'après-midi. Il faut savoir que j'ai une vie de famille, hein. Je suis pas de 2 enfants, ma compagne travaille, et maintenant c'est la problématique, c'est de se rendre sur des piscines qui sont ouvertes sur des temps donnés, donc le matin, et ça c'est vraiment un souci pour moi, puisque la piscine de Dunkerque m'a volontiers ouvert ses portes pour que je puisse m'entraîner le matin, aucun souci. Mais bon, il y a le facteur transport en commun qui est 1 heure, 1h15. Et dites-nous, Antoine Perel, parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio. Le problème majeur, je crois, c'est que vous devez payer tous les jours votre transport et que votre transporteur ne vous offre pas de conditions particulières, c'est ça ? C'est un transporteur en 4 lettres, ça commence par un S, finit par un F, c'est ça ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Après, moi je suis en situation de handicap, malheureusement, je dois prendre le train, parce que je peux pas avoir le permis, mon acuité visuelle me permet pas de conduire. Et effectivement, le train, ça devient vraiment très cher. Et c'est le seul moyen de locomotion que nous avons, les déficients visuels. Et il n'y a pas de prix tarifaire pour les personnes qui sont en situation de handicap. Il y a juste une tarifière pour les accompagnateurs. Donc c'est un peu fou, en fait. Mais excusez-moi, vous êtes désolé, hein, c'est pas méprisant pour les autres. Vous êtes une personne en situation de handicap, mais quand même médaillée paralympique. Ce qui est comme quelque chose. Le sport est théoriquement une grande priorité en France. Ils veulent pas comprendre ça. À la SNCF, on cite leur nom.
Katia Dayan veut réagir. Oui, je voudrais réagir parce que je ne comprends pas. On est là, autour d'une table. On essaye de faire avancer les choses, tous et toutes, hein, avec la plus grande des volontés. On trouve des stratégies, on essaye de mettre des plans en place, on travaille sur l'évolution et le handicap en France. Et j'entends aujourd'hui qu'un médaillé, on lui refuse. Ne plus s'entraîner parce qu'on refuse de faire un prix sur le train. Parce que la SNCF ne peut pas faire de prix. Parce que la SNCF devrait lui offrir le trajet. C'est une fierté pour la France. C'est sûr qu'il Je m'excuse, c'est hallucinant, c'est aberrant. Alors, si Comment la SNCF peut, si on élargit faire ça la problématique, Pierrick, vous avez fait vos calculs. Je crois qu'il y a certains opérateurs qui jouent le jeu à fond et puis d'autres un peu moins. Alors effectivement, si on se limite au secteur francilien, la RATP est au rendez-vous. Puisque quand vous êtes en zone RATP, vous vous présentez à n'importe quelle heure du jour, voire même de la nuit, et ben vous pouvez embarquer à votre convenance, sans réservation préalable, en 7/7. Et il y a un vrai effort d'accessibilité qui est fait. En revanche, du côté de la SNCF, on est aujourd'hui avec une réservation obligatoire, 24 heures à l'avance. 24 heures à l'avance. Je veux dire, nous sommes des citoyens, nous sommes des clients, et nous sommes en droit d'attendre un service de qualité. On n'est pas à disposition. Et c'est un service public, rappelons-le quand même. C'est un service public. Je veux dire, si la RATP est capable de le faire, la SNCF, dont on a pris 35 milliards sur nos impôts, devrait être capable de le faire. De dette. Oui. Alors justement, on va donner la parole à Stéphane Gaillard et à Mara Tournier parce que c'est une personne en situation de handicap visuel. Vous avez des contacts avec la SNCF pour aller, on va dire, parce que là c'est même pas mettre la main à la poche. Notre ami, c'est pas son poids qui va exploser la consommation d'électricité de la motrice, qu'on le veuille ou non. Hein. Malheureusement, non, on n'a pas de lien avec la SNCF. On est très parisien, francilien. Par contre, si je peux me permettre, je vais ajouter ce que disait Pierrick tout de suite. La RATP joue un rôle vraiment majeur depuis que Jean Castex en a pris la présidence. Mais là, ça concerne que l'Île-de-France. Oui, faut dire ce qui est bien. On a signé une convention, une charte avec lui le 5 juin dernier pour encore améliorer, parce qu'ils sont au rendez-vous, mais ils veulent aller beaucoup plus loin. Par exemple, là, dès cet été, et vous devez le savoir, parce que pour venir à Sud Radio, j'ai pris ce métro-là, la 10, il a vocalisé la rame du milieu, ce qui n'était pas le cas avant, en urgence, pour qu'on puisse prendre la 10, puisque c'est vraiment une ligne qui est très utilisée par les aveugles et déficients visuels. Et ils se sont engagés à vocaliser toutes les lignes d'une manière ou d'une autre dans les prochains mois et les prochaines années. Et ça, voilà, il faut montrer aussi ce qui, pour les déficients visuels, est essentiel. Il y a un vrai travail qui est fait. Alors peut-être ce qu'on peut faire, Antoine Perel, pour pas vous mobiliser toute la soirée, on peut vous faire au moins une promesse. Celle-là, on va la tenir. On se donne une semaine jusqu'à lundi prochain. Pour faire réagir. On va faire réagir la SNCF, on a tous nos contacts. On va faire réagir les collectivités territoriales. Et au moins, on vous apporte une réponse, qu'elle soit positive ou négative, parce que je sais que pour vous, c'est très important. Vous avez une réponse, c'est oui, c'est non. Vous pouvez aller vous entraîner, sinon vous allez forcément chercher une autre solution. C'est ça, Antoine ? Exactement. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je te remercie aussi Vincent Legroux qui m'a mis l'opportunité d'être en contact avec vous. Qu'on salue Vincent, donc, voilà. qui était avec nous à Nice d'ailleurs ce week-end. On le salue, l'ami. Génial, on fait ça. Donc on vous apporte une réponse dans une semaine. On vous apporte une réponse, Antoine Perel. Et encore bravo pour votre médaille de bronze, parce que c'est quand même une très très belle performance. Alors on va continuer notamment avec sur l'accessibilité et l'innovation inclusive. Qu'est-ce que... Eh oui, parce que Mara Tournier et notamment Stéphane Gaillard, mais aussi je sais Katia Dayan puisqu'elle y travaille, vous avez réussi finalement à développer une sorte de cluster quasiment autour de l'INJA, c'est ça, des entreprises qui innovent, qui utilisent toutes les technologies. Et d'ailleurs le 11 février, pendant la pause 12h-14h, le public, les associations présentes pourront prendre connaissance de toutes ces nouveautés, finalement, une sorte de salon de l'innovation inclusive. C'est le Campus Lubrail qu'on a eu la chance d'inaugurer il y a le 3 décembre. Donc l'idée, c'était vraiment de regrouper tout le monde à la fois sur un site physique mais aussi virtuel, c'est-à-dire réunir les gens
tous autour de la même idée, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de ne pas réinventer la roue, parce qu'on a cette tendance-là aussi, mais de réfléchir ensemble pour aller dans le même sens de l'innovation, trouver des budgets, parce que ça aussi c'est un vrai enjeu pour les innovations, et de pouvoir aussi permettre de le tester avec le public et d'accompagner les entreprises qui vont se développer dans ce domaine-là. Donc on est très fiers d'avoir ce campus chez nous dans plein de domaines dans l'innovation. Oui, pour compléter ce que dit Mara, on fait partie d'un constat. On a beaucoup travaillé avec les associations qui sont autour de nous, puisqu'il y a un cluster déjà naturel d'associations de déficience visuelle autour de l'Institut. Et il y avait beaucoup d'inventeurs qui venaient nous voir pour tester, sauf qu'on était tous isolés et on s'est dit, mettons-nous ensemble, regroupons nos efforts et on va pouvoir enfin apporter des vraies réponses et pouvoir tester, savoir si c'est bien, pas bien, utile ou pas utile. Et c'est un peu l'objectif justement en formation, en pédagogie, en innovation, d'avoir cela. Et on a eu l'honneur que ce soit Xavier Muscat qui a accepté de présider ce campus, qui va nous aider justement pour développer en France et en Europe et de voir ce qu'on peut faire pour les déficients visuels. Pierre Courriot veut réagir. Alors effectivement, il se trouve que j'ai été dans le secteur de la tech pendant une dizaine d'années, puisque je m'occupais des sujets d'accessibilité numérique pour Microsoft France, pour ne pas les citer, à l'époque. On ne peut pas dire on les salue, parce qu'on ne sait pas qui on salue. Voilà, même s'ils ne sont pas loin d'ici. Et c'est vrai que la technologie est un véritable game changer pour les personnes en situation de handicap. Il faut le dire. On arrive maintenant à des vraies solutions de compensation, que ce soit sur de la description d'environnement pour les déficients visuels à base d'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale pour le handicap moteur, de la synthétisation de documents dans le cadre des troubles des apprentissages, également de la détection de la dyslexie à base de tracking oculaire. On a aujourd'hui un vivier d'innovation qui est colossal. Et donc, on a un vrai sujet. Ils ont eu du flair sur le campus de Louis Braille, qui est d'arriver à mettre autour de la table les chercheurs, les entrepreneurs et les usagers. Parce qu'effectivement, il faut que les personnes en situation de handicap soient partie prenante dans la conception des produits et solutions qui les concernent. C'est primordial. Et au-delà de ça, il faut absolument que la France se dote d'une stratégie en la matière. On a la chance, avec l'Université Paris-Saclay, d'avoir la pointe de la recherche fondamentale en France qui est là-bas. Il faut qu'on puisse rapprocher les entreprises et tout cet écosystème innovant pour que la galaxie de solutions au service des personnes en situation de handicap s'élargissent. Et c'est ce qui sera un des enjeux le 11, puisque donc, comme je l'ai dit, toute une série de démonstrateurs seront là. On fera aussi appel à des associations comme la Handitech, par exemple, qui est une association spécialisée qui veut progressivement mettre en route cette filière. Et moi, je voudrais juste ajouter un point. Dans tout le champ éducatif, c'est-à-dire les manuels scolaires et puis les manuels universitaires, n'oublions pas qu'il y a une loi spécifique en France, il faut de temps en temps saluer ce qui va bien, qui s'appelle l'exception à la loi, voilà, c'est ça, droit d'auteur, qui fait que tous ceux qui adaptent pour des personnes en situation de handicap ne paient pas de droit d'auteur à ceux qui ont produit les manuels scolaires et universitaires. Ça, c'est une très très belle avancée. Katia Dayan, vous l'avez constaté, vous, avec les papillons de jour, vous travaillez beaucoup sur l'accessibilité. Ça progresse vraiment? On le voit pour les aveugles, on voit pour les personnes, par exemple, en fauteuil roulant? Oui, on peut pas dire que ça progresse pas, ça c'est sûr. Parce que tous les jours, je le vois au quotidien quand je crée de l'emploi. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Atlas Job. Donc, forcément que moi, les entreprises, elles embauchent. Alors, oui, il y a des progrès qui sont faits, mais pas assez. Il y a encore beaucoup de régions en France qui sont complètement, je vais employer ce mot même s'il est terrible, dévastées, parce que là on vient d'avoir la preuve, on doit prendre le train, on peut pas se rendre, il n'y a pas d'accessibilité. Donc, vous trouvez qu'il y a une sorte d'inégalité territoriale en fonction des régions? Il y a une inégalité territoriale et surtout que on devrait donner la main justement au territoire pour pouvoir aujourd'hui prendre les bonnes décisions sur leur territoire, sur leur département. Il faut vraiment casser ça en fait et laisser les gens gérer bien leur commune comme elles devraient le faire. Là où il y a moins d'accessibilité, c'est à Paris. C'est fou ça. Dans Paris même, oui, parce qu'il faut le dire, c'est une ville
patrimoniale aussi. Oui, oui, c'est une ville patrimoniale. Puis on peut pas toucher ça, un truc sur l'accord des architectes des bâtiments de France oui, aussi. mais ça c'est pas tellement. Voilà, Non, ça on sait. Mais moi je parle aussi au niveau des transports. On est quand même en 2025. Alors la RATP, depuis que Jean Castex a repris, oui c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits et c'est considérable. Et il a vraiment travaillé ça d'une main de maître en très peu de temps. Et il nous fera l'amitié d'être là d'ailleurs. Voilà, il sera présent, bien sûr, même Rachida Dati et d'autres au sommet citoyen. En revanche, on est quand même en 2025, on a une ligne de métro qui est accessible, c'est la ligne 14. C'est quand même aberrant. C'est la dernière. Parce que toutes les autres ont été faites avant, dans les années 1900, 1910, 20, 30, oui, mais etc. Quand on voit tous les moyens qui ont été aujourd'hui mis en place à Paris... La présidente de région... Comment c'est possible aujourd'hui qu'on ne pense pas à l'accessibilité ? Vrai sujet. Il y a des stations de métro toujours inaccessibles. Mais il y a des stations de métro qui sont inaccessibles. Il y a des endroits où une personne en situation de handicap, elle peut toujours pas aller au resto, elle peut toujours pas aller au ciné, elle peut toujours pas aller au théâtre, elle peut toujours pas se rendre d'un endroit à l'autre. Et avant tout ça, elle ne peut pas se rendre à son travail, même si elle a eu la démarche et la montagne de trouver un emploi. C'est quand même dramatique. Dans cette dernière partie, on parlera de ce bras de levier qu'on a, c'est le sommet citoyen. On va dérouler notamment le programme de cette journée du 11 février, parce que l'idée c'est ça, c'est d'en parler dans chaque étape régionale, c'est d'en parler au sommet citoyen et au total de sortir une plateforme de propositions, et des élections se profilent. Et à mon avis, on va regarder nos propositions de près. Et on se retrouve dans quelques instants pour en parler. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet, et on passe, comme on parle du handicap, au programme. Et là, je vous donne la parole du sommet citoyen du 11 février qui se tiendra à l'Institut national des jeunes aveugles. Eh oui, parce qu'elles sont là autour de la table, les vraies personnes qui font bouger la France. Donc Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA, et Mara Tournier, bien sûr, Katia Dayan, Pierrick Courillot, seront tous présents dans une très très belle journée le 11 février. Donc à l'INJA, on peut même donner l'adresse, la façon d'y aller. Oui. Pour une fois, nous sommes parisiens plutôt que au 56 boulevard des Invalides, métro du Roc, et on aura le plaisir de vous accueillir dès 9h30. Voilà, donc une journée entière et des beaux thèmes que vous allez nous détailler, et puis des invités surtout importants. Déjà, on va commencer par un bilan. C'est un peu l'idée. Donc, on aura la chance d'accueillir Philippe Aubert, Malika Bouker ou Arthur Hamwhite. Pardon. On aura aussi l'accessibilité. Le deuxième thème, ça sera l'accessibilité universelle et l'inclusion numérique. Donc là, on aura la chance d'accueillir Jean Castex, qui nous fera le plaisir de venir nous expliquer un peu le travail à la RATP. Et puis, on enchaînera sur l'éducation et l'emploi. Et là, on a beaucoup de choses à dire. On en a déjà dit beaucoup, mais il y aura pas mal de choses qui seront évoquées. On parlera également de l'évolution et de la perception sociale du handicap. Je pense qu'on en a aussi parlé, c'est-à-dire que ça nous permettra d'avancer et de voir où on en est sur ce sujet. Et enfin, on parlera de la santé et de l'autonomie des personnes en situation de handicap et de voir quels sont les endroits où il y a encore à travailler. Et on aura la chance d'accueillir, par exemple, Adeline Corsan, qui est directrice de la CTBE et qui nous parlera des innovations. Du centre de traduction, n'est-ce pas, des œuvres en braille. Exactement. Exactement. Et donc, vous voyez ce très beau programme, Philippe, il sera non seulement suivi par, bien sûr, tout le monde avec tous les moyens nouveaux et modernes de retransmission, mais il y aura aussi des parlementaires qui seront présents pour prendre note de tout ce travail. Il y aura bien sûr tous ceux qui sont autour de la table ce soir, des grands élus aussi. Ça sera ouvert par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Qui est maire de Paris 7e, où se trouve l'INJA d'ailleurs. Etc. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est de faire sortir des résolutions, des propositions, lesquelles seront adoptées au sommet citoyen avec un mode de délibération. Et c'est pour ça que je m'étais dit qu'on pourrait peut-être faire un petit tour de table. On fait un petit tour de table. Katia Dayan, sur une résolution que vous souhaiteriez voir adoptée le 11 février prochain. Alors, 130 000... 15 secondes. Oui, 15 secondes, oulala. 130 000 AESH. Que coûterait 130 000 postes à 35 heures pour pouvoir les passer à 35 heures ? Donc une proposition, c'est pour aider les élèves. Les AESH qui sont les en fait AESH aux élèves en situation de handicap. Ah oui, entre autres. Entre autres, parce qu'on a travaillé aussi beaucoup sur des programmes d'IA. Et vous avez le chiffre ? Non, on va vous le transmettre. Bon, alors on découvrira ça le 11 février. Que coûterait le fait que toutes les AESH passent à 35 heures et soient près des élèves en France ? Pierrick Courillot, vous auriez une proposition à faire, que vous allez faire le 11 février d'ailleurs. Il y en aura deux majeures. La première, c'est simplification drastique des démarches administratives, parce qu'il faut le dire. L'administratif,
empoisonnent la vie des personnes handicapées. Donc il faut simplifier drastiquement, les délais sont trop longs, parfois 4, 8 mois, quand vous avez besoin que ça avance. Voilà, il faut qu'on... Et puis souvent, on prend les personnes en situation de handicap pour des délinquants quasiment, parce qu'ils n'auraient pas rempli tel truc ou pas bien fait la formulaire. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Et puis, deuxième mesure, c'est effectivement la revalorisation des plafonds de prestations de compensation du handicap qui n'ont pas bougé depuis 2005. Depuis 20 ans. Oui, pourtant, il y a eu de l'inflation en 20 ans. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est autant de travaux d'aménagement du domicile qui ne seront pas financés, autant d'aides techniques qui ne seront pas financées. Et donc, derrière, c'est de l'autonomie qui n'est pas permise. 3 belles propositions déjà, donc. Stéphane Gaillard. Eh bien, moi, j'aimerais qu'il y ait une plus grande sensibilisation à l'accessibilité, puisque c'est auprès des jeunes, des élèves, des étudiants, quand ils auront pris conscience et que dans chacune de leurs décisions, ils prendront en compte l'accessibilité, c'est là qu'on aura gagné en fait notre combat, puisque quand on développe un site internet, par exemple, si on le développe tout de suite en sachant qu'il doit être accessible, c'est très facile à faire. Quand on doit le rendre accessible, c'est très compliqué et très coûteux. Donc si on part de la base à sensibiliser tous les jeunes, le combat sera beaucoup plus facile à mener. Et Mara Tournier, je suis sûr qu'elle a plein de belles propositions, mais qu'elle les dévoilera le 11 février. Alors moi, j'ajoute juste une chose, c'est que progressivement, on arrête avec cette idée de société inclusive, mais tout simplement de société où chacun a son parcours, son épanouissement. Et après tout, c'est le choix de chacun de faire comme il veut. Quelquefois, même le carcan éducatif est bien trop grand et il y a des bonheurs qui se trouvent pour toutes les personnes, quel que soit leur handicap. Et quelquefois, on pense ne pas en avoir et on en a un. Absolument. Merci à vous, Stéphane Pellet. On vous retrouve évidemment lundi prochain en compagnie d'Aurélie Gros. Merci Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA, Mara Tournier, chef de service éducatif à l'INJA, Pierrick Courillo, président d'Handicap République et Société, et Katia Dayan, directrice des Papillons de Jour. Et rendez-vous le 11 février prochain à l'INJA. Et maintenant, on va parler sport. Bonsoir. Alors, vous allez parler rugby, mais il n'y a pas seulement des rugbyman invités aujourd'hui, François Trio. Déjà, merci Philippe, parce que vous me permettez de réaliser un rêve, d'être derrière la console comme un réalisateur, parce que je ne suis pas autour de la table. Parfait. Tous les micros sont pris. Des années que je rêvais de faire ça. Voilà. C'est grâce à vous. C'est grâce aux vraies voix citoyennes. Ben oui, on va recevoir, vous savez que c'est le sport féminin et le rugby féminin, bien sûr, est à l'honneur depuis le début de la semaine, depuis le week-end. Et ce soir, dans quelques minutes, nous aurons la ministre des Sports qui viendra nous en parler. Voilà, quelle place a le sport féminin dans sa politique, dans ses mesures. Et c'est fabuleux. Et c'est évidemment les vraies voix du rugby, comme tous les lundis soirs, de 20h à 21h sur Sud Radio. Allez, tout de suite les vraies voix du rugby, mais immédiatement, on retrouve Cécile de Ménibus pour Sud Radio à votre service. À demain 17h avec les vraies voix.